Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurent Olivier, directeur en charge des questions numériques à la région Centre-Val de Loire. Je vous prie de bien vouloir excuser Guillaume Crépin, notre conseiller régional délégué en charge du numérique, qui n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui malheureusement. Quatrième séquence aujourd'hui autour des HTD, Human Tech Days, qui est un terme qui commence à rentrer un peu dans l'imaginaire collectif et dans la réalité du numérique en Centre-Val de Loire. L'objectif de cette séquence, c'est qu'on puisse, comme les autres, se poser quelques instants, on prend 2 heures ensemble, pour pouvoir se poser des questions autour des enjeux de transformation numérique de notre territoire et de nos filières ou de nos acteurs du territoire du Centre-Val de Loire. Cette démarche a été voulue par le président de région, François Bonneau, qui a demandé justement de mettre à jour la stratégie numérique et quelle est la position du conseil régional sur ces questions d'aménagement numérique et de positionnement de l'écosystème et quels sont les défis auxquels qu'on doit relever collectivement en région. Donc aujourd'hui, une thématique qu'on va largement aborder autour de la question de la transformation numérique des acteurs de la culture, du tourisme et du patrimoine, parce que ces acteurs-là sont aussi concernés par ces enjeux de transformation. Ils sont énormes, ils sont complexes à appréhender. Et encore une fois, il nous a semblé intéressant de pouvoir poser ces questions-là. Ça s'inscrit encore une fois dans d'autres ateliers qui se sont tenus précédemment sur des questions de cybersécurité notamment. On va traiter d'ici quelques jours des questions de sobriété et d'environnement, des questions d'inclusion également à Tours pour terminer la séquence. Et puis on reviendra à Blois sur des questions plutôt d'économie numérique avec l'environnement des startups pour voir comment les startups se positionnent aussi sur ces questions-là à travers un partenariat qu'on a avec DevUp. Et puis également une semaine de la créativité numérique sur laquelle on pourra revenir et qui se tiendra à Orléans. Donc je vous souhaite une bonne séquence. On a également suivi en streaming avec plusieurs participants qui vont nous rejoindre en ligne. On a dû modifier au dernier moment la séquence de l'après-midi puisqu'on a 2 personnes qui malheureusement ont été retenues en raison du Covid. Donc on a un peu ajusté le programme, mais ça devrait bien se passer avec notre animatrice et les intervenants que je remercie encore une fois d'avoir bien voulu accepter de participer avec nous à cette séance de réflexion. Bonne séance et à tout de suite. Bien. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va donc passer 2 heures ensemble. Une première heure autour donc de témoignages d'acteurs qui sont déjà engagés dans cette transition numérique, on va dire, des acteurs touristiques. Mais avant, je voudrais juste rappeler que vous pouvez poser vos questions au numéro suivant, donc le 07 67 77 62 22. Voilà. Alors, on y va, c'est parti. On le sait, en fait, les champs du patrimoine et de la culture sont étroitement liés à ceux du tourisme. On va dire que tout ça, c'est la même filière. Et le secteur du tourisme donc, a depuis de nombreuses années pris le virage du numérique, avec notamment sur le choix des destinations et la préparation des vacances. Ainsi, en 2021, 77% des Français ont préparé leur voyage sur Internet. Ils ont été 58% à réserver en ligne tout ou partie de leur séjour. La période Covid, d'ailleurs, on l'a constaté tous à l'échelle de nos professions, a été un formidable et considérable accélérateur justement de ces tendances, avec des réservations de plus en plus de dernière minute et modifiables également, sans coût. On a une généralisation de la réservation en ligne sur tous les types de prestations qui sont désormais accessibles 24/24 et 7 jours sur 7. Et puis, on a également une information juste à temps, on va dire, avec les conditions d'ouverture, sur les prix, sur la météo, mais également sur les conditions sanitaires. Et puis enfin, le smartphone comme auxiliaire incontournable pendant le séjour en termes de géolocalisation, mais également de préparation de carnet de voyage, d'organisation en temps réel. En amont du séjour aussi, le numérique est présent. Il est de plus en plus immersif et séduit, il donne envie de partir. On le voit bien, le voyage virtuel précède désormais le réel. Il permet de rêver, de s'extraire du quotidien. C'est d'autant plus vrai dans cette période Covid. Du côté des offres aussi, des nouvelles tendances s'affirment également autour des usages du numérique, avec notamment la possibilité d'accéder virtuellement à des lieux ou à des objets, la possibilité aussi d'accéder à des informations complémentaires sur un site via la réalité virtuelle, mixte ou augmentée. Et puis également, sur de plus en plus de sites, de nouvelles formes de création culturelle et artistique autour du numérique.
Alors au regard de ces tendances, c'est sûr que la transition numérique de tous les acteurs de la filière, quelle que soit leur taille et leur domaine d'activité, est impérative. Or, il est estimé que moins de 5% des 60 000 TPE du tourisme, c'est-à-dire loisirs et hébergements marchands, sont réellement digitalisés, alors que le secteur du tourisme et des loisirs pèse pour près de 50% du business réalisé sur le web. Donc vous voyez une très très grande différence entre les besoins justement et la réalité de ces entreprises qui sont donc de toutes petites entreprises. Voilà, je voulais très vite vous planter le décor. Je ne vais pas vous assommer avec plus de chiffres, mais vous voyez qu'on est bien au cœur du sujet. Donc très vite maintenant, je vous propose d'entendre le témoignage d'opérateurs de la filière patrimoine, culture et tourisme qui ont d'ores et déjà engagé leur transition numérique de leur offre, avec tout d'abord le château médiéval de Beaugency, aujourd'hui qui est devenu un centre d'art numérique, avec Jérémy Bello, donc architecte, artiste plasticien et commissaire d'exposition au château. Jérémy, à vous. Bonjour à tous. Alors pour la petite histoire, on a racheté en 2020 le château de Beaugency avec ma compagne. C'est un château médiéval qui a subi une modification à l'époque Renaissance. Donc il est principalement composé d'édifices datant de la Renaissance. On l'a transformé en centre d'art numérique. On a déplacé notre société qui crée des mappings architecturaux et des installations lumineuses dans la France entière et puis en Europe, et pour une plus petite partie à l'international. Et on a décidé de créer un espace d'exposition sur 1500 m² qui permet une déambulation dans l'ensemble de la partie médiévale et Renaissance. On l'a transformé également en lieu de vie, puisqu'on habite sur place, et en laboratoire, puisqu'on a un Fab Lab, et puis aussi un espace de résidence dédié aux artistes numériques pour les accueillir au sein de l'édifice. Ce qui était important pour nous, c'est finalement entrer dans le 21e siècle pour ce château. Au lieu de travailler sur la reconstitution d'un temps révolu, on s'inscrit dans l'histoire et puis on raconte finalement notre époque. On a numérisé le château dans la première phase de travaux, parce que je suis architecte et ma compagne aussi, et le premier travail qui a été fait, c'est un mesh de l'ensemble du bâti, qu'on espère étendre à un scan LIDAR de l'ensemble du castrum médiéval pour reconstituer les différentes époques depuis le XIe siècle jusqu'à notre ère, avec les différentes générations. Donc on va remodéliser depuis le scan LIDAR de l'existant les différentes époques pour reconstituer via une maquette et une maquette en AR les différentes strates, on va dire temporelles, et puis le redécouvrir à travers un nouveau dispositif. Donc ça, c'est des projets en cours, mais c'est important d'en parler, puisque avant de se lancer dans les travaux, on a d'abord fait ce mesh qui nous a permis de comprendre comment était fait le bâtiment, y compris dans ses épaisseurs, ces espaces cachés, etc. Donc on a arraché une bonne partie de certaines ailes pour pouvoir faire du logement. Donc il a vraiment, je dirais, été métamorphosé. Dans cette exposition d'art numérique, on retrouve, donc voilà, c'est les premiers meshs qui du coup nous ont aidés pour la phase de travaux avec l'ensemble des artisans. Ça nous permet également de créer une visite virtuelle du château, puisqu'on a dans l'idée développé ce château en 3D, on a cette photogrammétrie, mais on a aussi l'ensemble des salles. Donc du coup, on est en train de travailler sur une visite virtuelle pour présenter les œuvres, mais aussi raconter les anecdotes, évidemment, historiques du lieu, parce qu'on s'inscrit dans notre époque, mais on a envie aussi de raconter les histoires de ce château. Donc il va y avoir tout un développement qui va être fait dans les années à venir sur l'histoire du lieu, mais non pas dans son témoignage physique sur place, mais plutôt par une approche de visite virtuelle qui racontera finalement le château à la Renaissance, mais en virtuel via le site internet et probablement en accès gratuit. Dans ce projet, donc là j'avais un petit slide avec du coup des artistes qui sont notamment cette création qui a été faite par Desaxis Mundi, qui est un artiste basé au Mexique, à Mexico, qui est venu au château pour créer un ensemble de visuels qui est désormais
exposé dans d'autres lieux d'exposition en France, et puis qui va prendre la forme de tokens non fongibles pour une exposition NFT. Donc on a cette logique aussi de production et puis après de collection des œuvres. Alors peut-être on va dérouler des extraits de l'exposition avec sur la gauche par exemple un exemple de mapping in situ sur la fresque de l'Oratoire de Jean Dunois, qui est une fresque qui date du XVIe siècle, début du XVIe siècle. On a lancé avec ma compagne un programme de restauration sur cette fresque et en attendant on a fermé les vitraux et puis du coup je fais un mapping qui s'appelle l'œil de Dieu sur ce soleil où on découvre un iris. Donc c'est la fresque on va dire en augmenté. Après une série d'installations, mais je ne vais pas toutes vous les décrire, celle-ci est intéressante puisqu'elle parle du rapport entre patrimoine et numérique. Clément, tu peux avancer. Celle de gauche, le dôme, c'est un petit dôme, alors on en a à différentes échelles, j'ai développé ça il y a quelques années. C'est pour moi la porte de sortie vers le côté un peu dystopique du casque VR. Même si on a travaillé à partir de contenu 360, on a toujours prôné une immersion collective. Que n'offre pas forcément le casque VR, bien qu'il y ait des expériences des fois qui sont assez sympathiques en collectif, mais pour ce qui me concerne, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Et ici, l'idée, c'est vraiment de recréer et de réutiliser ces contenus, que ce soit des contenus VR, ou ici, par exemple, une vue 360 par caméra que j'ai réalisée dans la cité balgencienne et qui permet du coup de découvrir des espaces pas forcément visitables, ou bien des espaces visitables mais pas avec les mêmes horaires. Enfin voilà, ça permet de redécouvrir l'architecture différemment dans ce mini planétarium, on va dire, qui nous sert de laboratoire aussi pour créer, puisqu'on réalise au sein du château des films des films full dome pour des planétariums du monde entier finalement, puisqu'on travaille en transnational. La slide suivante. Du coup, voilà, pour voir un petit peu le dôme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un objet outil programme, hein, puisque du coup, on peut accueillir toutes sortes de contenus à l'intérieur de ce dôme. Et là, je fais le parallèle avec le scan et le mesh. On peut aussi faire la visite virtuelle. Donc nous, ce qui nous intéresse, alors pour l'instant, il est dans les étages, mais on a envie de travailler sur un autre plus petit, notamment pour les visites PMR. Parce qu'un des objectifs aussi du développement de cet outil, c'était de ne pas réserver seulement un ordinateur dans un coin avec une souris, avec une visite virtuelle un peu claquée, mais d'avoir une visite virtuelle digne de ce nom, un accès à des contenus qui sont assez denses, et puis surtout un espace dédié qui nous permette de voyager dans la visite virtuelle. C'est pour ça qu'on a développé ce projet de mini-dôme qui est légèrement incliné, légèrement tilté, et qui change des gros dômes qu'on a qui sont beaucoup plus gros. Donc voilà, cette idée de visite virtuelle augmentée. Donc d'autres œuvres qui montrent un peu la manière dont on a appréhendé l'espace. On peut avancer un peu plus rapidement. Voilà, Red Stars. Des détails, voilà, sur l'expérience immersive. Donc on a une salle 360 avec une projection sur l'ensemble des murs et puis également sur le sol où on a présenté l'année passée un projet de plongée abyssale que j'avais réalisé sur le Palais des Festivals à Cannes et que j'ai prolongé ici dans la salle des gardes. Donc c'était la première expérience, on va dire, immersive. On a aussi fait un petit peu de résidence avec des amis qui travaillent sur la musique électronique pour des performances. Et puis on est en train de concocter un programme transversal entre musique électronique, danse, et puis évidemment la création digitale en invitant d'autres artistes au sein de cette salle. Sur la slide suivante, on voit la cour du château, qui elle aussi est métamorphosée avec un mapping permanent. Alors on ne le fait pas tourner tout le temps, mais cet été on a un nouveau spectacle qui va habiller les façades de la cour intérieure, qui du coup sera présenté tous les samedis et qui sera présenté notamment dans le cadre du festival de Sully. Le début juin et puis ensuite tous les samedis. Donc ça c'est un moment de rencontre et on utilise de nouveau ces façades qu'on a renumérisées pour recréer ce mapping architectural. Donc voilà, après des exemples des œuvres. Ce qui est intéressant, c'est par rapport à la question du numérique, c'est sur la partie développement. Donc au-delà du mapping, on est en train de travailler, donc on va accueillir cet été un musée numérique en partenariat avec la Villette, donc une microfolie au sein du château.
ça nous paraissait incontournable dans les échanges qu'on avait pu avoir. On avait initié notamment la création d'une des microfolies en France, et puis on a suivi un peu son déploiement au Maroc. Et du coup, là, c'est un peu inédit dans un lieu privé, mais c'était un échange avec le soutien évidemment des collectivités territoriales, et puis cette volonté en fait d'ouvrir la cour du château gratuitement, ce que nous on a initié dès la première semaine d'ouverture, et qui permet en fait de dispatcher les différentes fonctions avec le musée numérique qui sera en accès gratuit et accès aux scolaires, un café, et puis ensuite l'exposition qui elle est payante. Donc évidemment tout le développement autour de cette microfolie qu'on voit nous comme un outil avec vraiment un fort potentiel de déploiement. Et surtout, il y a une logique aussi territoriale, puisqu'en lien avec la collectivité, on a fait le choix de ne pas le mettre, de pousser pour que ce soit dans le château et non pas dans une médiathèque où il y a un manque de personnel et que souvent ça finit par une pile d'iPad dans un placard. Et globalement, nous, avec la force qu'on a aussi des différentes structures, on a la possibilité de l'activer beaucoup plus facilement et de le transformer en espace mixte expo. Et ensuite, sur l'ouverture, dans l'exposition, il y a évidemment, par rapport au développement du château, on parlait tout à l'heure des NFT, mais il y a des œuvres qui vont être exposées et vendues au sein du château dans une NFT room qui va être dédiée à ça. On est en mutation à l'acceptation des paiements en crypto pour le public. Donc ça, c'est un peu inédit, au-delà du fait qu'on soit le seul centre d'art numérique dans un château au monde, mais là, du coup, on va être aussi le seul endroit où on peut payer en crypto pour venir voir l'expo. Ça, on espère le mettre en place cet été, et avec différentes cryptos, surtout, notamment les moins énergivores. Donc on est sur plusieurs protocoles différents, ça prend un petit peu de temps. Et puis on est en train de développer sur 2 plateformes Sandbox et Spatial, qui sont 2 plateformes du métaverse, un double de l'exposition numérique, donc un en voxel art dans Sandbox, et puis un autre plus 3D classique dans Spatial. Donc là on est en train un peu de faire le choix d'aller dans ces plateformes pour pouvoir exposer certaines œuvres qui seront augmentées. Et du coup, ça fait partie aussi d'un projet d'AR qu'on a au sein du château, notamment de mapping de la cour en version augmentée. Donc voilà pour les projets à venir, et puis le côté très transversal de notre approche. Merci. Merci Jérémy. Nous aurons l'occasion de revenir sur tous ces projets, notamment sur leur transversalité, dans un second temps. Mais là, je vous propose de maintenant passer à un autre type de patrimoine et de se tourner donc vers Rémi Pailloux, qui est responsable patrimoine au Cyclique. Et vous allez donc nous présenter le site Mémoire, donc, qui est animé par le Cyclique Centre Val-de-Loire, qui permet d'accéder, pour ceux qui ne le savent pas encore, à plusieurs milliers de films amateurs régionaux, et donc, dans ce sens, de faire vivre notre mémoire collective. Oui, c'est exactement ça. Je vais faire un petit peu d'historique aussi, comme Jérémy a pu le faire. Donc pour la petite histoire, la mission patrimoine a été lancée en 2006 et s'intègre à la mission régionale de l'agence cyclique Centre Val-de-Loire, qui a pour mission, dans son giron, l'action culturelle autour de l'image et du livre. Mais en 2006 a lancé sa mission patrimoniale, avec pour objet de construire une mémoire commune à travers le patrimoine cinématographique amateur. Et quand on parle de films amateurs, on parle de films sur pellicule du 8 au 17,5 mm, mais aussi des films sur bande magnétique, VHS, Betacam, Hi8, tout ce qu'aujourd'hui on n'utilise plus forcément et qui est en déperdition, et voilà, un patrimoine que l'on perd. Très peu de temps après l'ouverture du pôle patrimoine, il y a eu cette idée de traduire cette image, cette pellicule, en fichier numérique pour le restituer à tous les publics. Et donc c'est en 2010 que la première version du site mémoire.cyclique.fr a été lancée, avec pour objet de donner accès gratuitement à tous ces films. Donc l'accès se fait très simplement en allant sur le site, et le site vous propose effectivement aujourd'hui plus de 13 000 films qui sont géolocalisés et qui sont aussi documentés. Effectivement, là, l'idée n'est pas tant de restituer de façon brute le document, mais c'est aussi d'en faire une contextualisation, alors qui n'est pas complètement historique, mais qui est plus dans un sens de contextualisation, on va dire,
de vie, un contexte de vie, comment la personne a filmé les images, dans quel contexte, avec quel matériel, pour restituer au mieux le document et transmettre ce qu'on appelle l'identité documentaire. Donc sur le site, vous avez un accès qui s'appelle Films d'archives, et sur cet onglet, je ne sais pas si Clément, tu as la main sur le site. Ah, bon, c'est pas grave. Donc sur la page Films d'archives, vous avez accès à l'ensemble des collections et ça vous permet aussi, voilà, vous voyez la page, ça vous permet à la fois de visualiser l'ensemble des collections, de faire des tris avec une recherche avancée, avec un filtre, avec une timeline, et donc d'aller sélectionner directement les films qui vous intéressent. Là, nous sommes à Blois. Vous pouvez très bien faire une recherche Blois des années 60 aux années 70 et le site vous fera remonter tous ces films. Et là, effectivement, on parle de films amateurs. Donc, dans le film amateur, il y a toute une typologie de films qui ont été filmés. On parle avant tout de films de famille. Donc, on va parler de communion, de mariage, mais aussi des films plus politiques, puisqu'on peut avoir un film, par exemple, sur l'avenue du Général de Gaulle. Mais ça peut être aussi des films tout autres, parce que les cinéastes étaient des cinéastes amateurs parfois éclairés, donc il y a aussi des fictions. On a notamment dans nos fonds des films de Piem, fameux caricaturiste qui nous a quittés il y a peu de temps, et qui était un cinéaste amateur éclairé, qui a fait beaucoup de productions en 16 mm. Et donc toutes ces collections aujourd'hui revivent à travers ce site, et le site a vécu pendant les 10 premières années de sa vie sous cette forme. C'était un site participatif et l'idée c'était que les personnes puissent voir les contenus et puissent aussi commenter les films et donc nous puissions aussi de notre côté augmenter notre documentation sur ces films-là. Et au bout de ces 10 premières années, c'est-à-dire arrivé en 2020, on s'est posé la question de comment le site peut répondre à d'autres besoins. Effectivement, ces autres besoins sont nés avec l'évolution des pratiques au sein de Cyclic, au sein du pôle patrimoine. Et on s'est très vite aperçu que les images d'archives parlaient aux initiés, aux universitaires, aux férus d'histoire locale, mais aussi aux créateurs, aux collectivités territoriales, et donc que ce contenu pouvait revivre d'une autre manière. Et donc là, l'idée est venue de vouloir créer un espace professionnel. Et on a renversé le paradigme. En fait, on a complété cette question autour du patrimoine filmé en donnant l'accès aux professionnels qui sont les professionnels de l'audiovisuel, les professionnels de la culture, les professionnels autour de l'éducation, pour qu'ils puissent eux-mêmes créer leurs projets à partir des films amateurs. Et donc, vous avez un accès sur le site. Je ne sais pas si Clément, ça va arriver. Avec un accès où vous avez un espace diffusé, un espace créé, et à partir de ces deux espaces, vous pouvez faire une demande d'images, tout simplement, pour créer des programmes, à la fois des programmes qui ont été conçus par l'agence Cyclic, mais aussi des programmes que vous pouvez créer à la volée, en faisant une demande en direct sur le site. Quels sont les résultats ? Tout simplement, la nouvelle refonte du site a été lancée en novembre. Mais les résultats, on les a déjà vus préalablement avec les différents projets. Tout à l'heure, on a parlé de mapping. On fait aussi du mapping avec les images d'archives. D'ailleurs, c'est potentiellement des images qui peuvent revivre au sein de différentes structures. On a fait des web-séries, des ciné-contes pour enfants. On a fait de la performance audiovisuelle qui était à la fois avec de la dramaturgie, réintégrer le patrimoine cinématographique dans une dramaturgie. Tout récemment, on a participé à un festival qui s'appelle Retour vers le futur à Châteauroux, où on a fait du théâtre vivant à partir des fonds d'archives pour créer une agora sur la politique d'hier et d'aujourd'hui. On réinvente beaucoup avec les images d'archives, et ce qui est très intéressant, c'est que ça amène des discussions sur hier, ce qui s'est passé hier, mais sur ce qui se passe aujourd'hui, puisque ça a une valeur sentimentale. L'image d'archive a une valeur sentimentale qui ressort lorsque l'on regarde ces images. Là, c'est un peu figé sur la page création originale. Vous avez aussi un accès sur toutes les créations qu'on a pu faire avec nos images d'archives. Et donc là, je vous parlais du mapping, etc. Mais aussi, on fait des ciné-conférences pour montrer le très large éventail que l'on peut imaginer avec l'image d'archives. Donc voilà, nous sommes ouverts à toutes les propositions, on peut en discuter. C'est de la matière qui ne demande qu'à vivre, et on a tendance à dire que ces images du passé sont aussi acteurs et actrices du présent. Et que la création de nouveaux récits n'attend que de nouveaux acteurs. Merci.
Merci. Et ben là encore, on aura l'occasion de poser les questions par la suite. Alors, dans notre territoire, on parle beaucoup aussi, bien sûr, de la pierre, des châteaux. On a parlé aussi de mémoire collective, de mémoire audiovisuelle. Mais un pendant très important, c'est tout ce qui a trait à nos paysages, à notre patrimoine naturel, qui est très prégnant également. Voilà, je vois que le micro a été saisi. Et donc, j'aimerais que Thierry Meurger, qui est directeur du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, nous parle du guide des plantations, qui, si j'ai bien compris, est un guide numérique qui s'adresse à tous les jardiniers qui sont justement désireux de respecter à la fois le sol, le climat et l'identité de nos paysages. Oui, c'est exactement ça. Donc le PNR Loire-Anjou-Touraine, en fait, s'est lancé depuis très longtemps dans une mission de préservation des paysages, qui a évidemment un intérêt touristique extrêmement important dans notre région. Et on a fait le constat, il y a déjà très très longtemps, qu'il y avait un risque de banalisation de ces paysages, et notamment par les plantations que font les particuliers, les professionnels, les collectivités. Et donc, on s'est lancé, il y a de cela très longtemps, sur la création d'un guide des plantations, mais un guide comme il y a 20 ans, c'est-à-dire un guide en papier, très épais, avec beaucoup de références. Voilà. Et puis, on s'est très vite rendu compte que c'était complètement inutile, que personne ne le lisait, ou alors quelques férus de nos campagnes. Mais on a commencé par amorcer une transition numérique il y a déjà de ça une dizaine d'années. On a mis en place un premier site internet qui était un site très années 90, avec beaucoup de rubriques dans tous les coins, qui étaient visitées par personne. Et donc on a revu notre copie il y a quelques années, 3 ans de mémoire, pour avoir une approche centrée sur l'utilisateur. C'est-à-dire, en gros, moi je suis jardinier, j'ai un petit jardin. Le printemps arrive, je veux faire des plantations dans mon jardin, et donc comment je m'y prends? Je veux avoir des plantes qui soient ornementales mais locales, je veux pas mettre de produits, je veux pas mettre trop d'eau non plus, donc comment je m'y prends, quelles références je choisis, quelles idées on peut m'apporter, voilà. Donc on est parti vraiment de l'expérience utilisateur, la double expérience, c'est-à-dire l'expérience du particulier qui souhaite faire son jardin, et puis l'expérience aussi des collectivités qui souvent sont un peu démunies. Elles ont les catalogues des fournisseurs, elles se disent bon, on va choisir ça, ça a l'air joli, mais concrètement, est-ce que c'est une plante invasive, est-ce que c'est une plante toxique, est-ce que c'est une plante qui va me demander beaucoup d'entretien? C'est des choses c'est des considérations qui arrivent en second plan. Donc voilà, on a essayé d'anticiper ces éléments-là. Donc vous l'avez compris, dans une approche très pragmatique, hein. Et donc on a compilé une donnée assez importante. On a fait travailler pendant un peu plus d'1 an une équipe pluridisciplinaire, parce qu'on aime beaucoup ça au parc naturel régional. Donc on a mis dans la même pièce un botaniste, un naturaliste, un urbaniste, un paysagiste, voilà, des développeurs autour évidemment. Et on a essayé de produire un certain nombre de données. Donc on arrive en ce moment, je crois, à un peu plus de 600 références d'espèces, qui vont de la toute petite fleur à l'arbre centenaire, et principalement avec des systèmes de classification et de tri qui vont assez loin, puisque là on peut aller rechercher sa plante en fonction du paysage dans lequel on est, de son sol, de sa couleur, de sa date de floraison, de son niveau d'entretien. Voilà. Donc on a des modules de tri qui sont extrêmement fins, et qui permettent aussi de faire vivre ce site, puisque, comme vous le savez, les espèces sur notre territoire, elles naissent, elles meurent, elles viennent, elles vont. Donc on est sur un patrimoine vivant, et donc ce site, il est tout le temps en évolution. Voilà, on a souhaité mettre en place ce site aussi dans une démarche qui s'inscrit un peu sur le long terme. On a la volonté de faire du parc un parc à biodiversité positive. Alors, c'est pas un petit programme. L'idée, en fait, c'est sur les 15 prochaines années, le Val-de-Loire arrête de perdre des espèces et regagne des espèces sur son territoire. Et on pense que c'est en croisant les approches, et notamment des approches très pratico-pratiques comme celle-là, c'est-à-dire de ne pas forcément acheter une plante parce qu'elle est jolie,
mais aussi parce qu'elle a une fonction, parce que on parlait de culture tout à l'heure, elle a aussi une fonction culturelle, cette plante-là, et souvent on l'a perdue, c'est-à-dire les anciens plantaient des plantes parce qu'il y avait une raison, j'allais dire naturelle, environnementale ou utilitariste, mais aussi il y avait une raison culturelle. Il y avait une symbolique de la plante qui était très importante. Et on a tendance un peu à la perdre. Donc on essaye petit à petit de redonner du sens à cet acte de planter, qui est pas anodin du tout. Parce qu'en fait, voilà, par ce site-là du guide des plantations, on souhaite faire prendre conscience que on participe tous en fait à l'évolution de nos paysages et à la préservation de nos espèces locales. Voilà, donc je me suis un peu éloigné du sujet. Mon sujet, le numérique est un moyen, mais l'objectif, voilà, l'objectif est environnemental. Vous l'avez compris. Merci. Non, je ne crois pas qu'il y avait trop d'éloignement. Tout ça, c'est un tout, hein, on le voit bien. Hein. Et souvent, on a tendance aussi à penser numérique loin de l'humain, mais non, c'est là ce qui nous tient aujourd'hui. Hein, les Human Tech Days, c'est bien de remettre l'humain au cœur de ces préoccupations numériques. Et je pense qu'on était tout à fait dans la ligne droite, pas de souci. Alors, prochain témoignage. Ah, ouais, ça vous concerne. L'application Géomotif. Alors, qu'est-ce que l'application Géomotif? Si j'ai bien tout suivi, donc c'est une application mobile ludique qui est conçue pour faire découvrir la richesse des décors ornant notre patrimoine et qui donc nous oblige à lever la tête de nos smartphones. Sylvain Lambert, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est un peu paradoxal d'utiliser un smartphone pour vous faire lever la tête du smartphone et pour révéler la beauté des décors qui vous entourent. Alors, Géomotif, c'est plus qu'une application, c'est l'ambition de Géomotif est de faire des décors de l'architecture un but de visite grand public à part entière. Quand je parle de décor de l'architecture, si je vous pose la question d'aller trouver une gargouille en ville, vous savez tous où aller, vous saurez la désigner, vous saurez la trouver, voilà, ça pose pas trop de soucis. Mais si je vous pose la même question à propos d'un Bucrane, d'un Angoulan, d'un Rinceau, d'un Chapiteau, etc., ça risque d'être un peu plus compliqué. Et c'est à une époque où en fait j'ai décidé de changer de vie que je suis tombé amoureux du patrimoine ornemental. Grâce à un livre, donc pas du numérique, grâce à un livre et son auteur, qui m'ont permis de découvrir toute la richesse de ce qui nous entoure, des décors qui nous entourent, devant lesquels on passe tous les jours, auxquels on ne prête pas attention, mais si on les enlève, notre patrimoine a beaucoup moins de saveur. Donc j'ai découvert le pouvoir en fait, de ce patrimoine, le pouvoir de transformer le regard de celui qui s'en est imprégné, de celui qui a été un peu initié et qui devient capable de le découvrir et d'identifier les motifs qu'il y a tout autour de nous. Et j'ai décidé d'en faire mon activité. Et c'est comme ça que Géomotif est né. Alors effectivement, initialement, Géomotif était une application éponyme. Aujourd'hui, c'est plus large que ça, puisque je développe donc avec mes clients qui peuvent être beaucoup de villes d'art et d'histoire, mais aussi des monuments, des châteaux du Loiret, mais aussi des monuments et des sites fermés. Je travaille avec eux à valoriser leur gisement et à créer des expériences de visite, alors qui peuvent être à distance. On parlait tout à l'heure de visites virtuelles. Aujourd'hui, je suis en train de travailler avec une société nantaise pour la création de visites animées par des guides et augmentées dans un univers virtuel par de la reconstitution virtuelle, toujours autour de cette thématique des décors. Je crée effectivement des chasses aux décors, là qui sont pour le compte des expériences de visite in situ. Donc on peut y jouer à Orléans, on peut y jouer à Tours, à Nevers, à Bourges. Depuis aujourd'hui, je viens de faire paraître une nouvelle expérience de visite à Saint-Quentin dans l'Aisne, une merveille de ville de l'art déco. Donc c'est un parcours où on peut jouer à capturer en ville les différents motifs représentatifs de l'art déco et devenir un expert à l'issue de cette balade purement ludique, enfin pas purement ludique, aussi ludique et grand public, et au travers de mon action, je revendique à la fois un volet touristique, mais aussi culturel, ludique et pédagogique, ce qui fait que voilà, j'incarne un peu à l'image de ce que disait M. Belot aussi tout à l'heure. Voilà, je suis convaincu du pouvoir et de la porosité qui existe et de la nécessaire porosité qui existe entre la culture et le tourisme. C'est pas sur le terrain toujours facile. On en parle beaucoup. Quand on va sur le terrain, quand on rencontre les différents acteurs, c'est pas forcément facile de mettre, voilà, de créer des expériences communes. Mais voilà.
Bon, ça va être pas mal, ça va être tout. J'ai fait un peu plus court, voilà, je sens que je vois que le temps passe. Ah, Donc, il nous reste Atlas, la société Image. Merci Sylvain. On reviendra également avec des questions. Je vois que des questions sont posées sur le fil. Je rappelle le numéro de téléphone, j'en profite, le 07 67 77 62 22. N'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra par la suite. Donc Fabienne Lécuyer, vous êtes directrice de la société Image. Et donc tout au départ de votre activité, vous vous êtes spécialisée dans l'affichage dynamique et numérique d'informations touristiques. Mais je crois qu'aujourd'hui, votre société a bien évolué. Absolument. Donc la société Image est à la base une société de communication qui s'est voulue tout de suite numérique, puisque nous avons installé de manière assez nouvelle des réseaux spécifiquement touristiques d'affichage dynamique. Donc pour la mise en réseau des acteurs, à savoir faire rayonner notre patrimoine, nos acteurs, nos activités, nos démarches, nos territoires, nos métropoles, sur des écrans qui sont installés dans des lieux fréquentés par les touristes, des hôtels, des campings, des résidences de vacances, des offices de tourisme, etc. Le réseau s'est mis en place. Je pense que là, c'est le vrai trait d'union entre l'humain, la tech, la culture, le patrimoine et le tourisme. On est exactement là. Nous, dans la transversalité, on essaye de mettre un peu tout le monde en lien et surtout d'aider à notre petite mesure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a 200 écrans qui diffusent pour les plus grands sites et beaucoup de grands territoires sur l'entier Val-de-Loire. Et étrangement, de la communication, on a doucement évolué vers l'information, et aujourd'hui, de l'information, on évolue doucement vers la formation, parce que nous avons mis à jour, à travers cette effectivement transversalité, que, eh bien, il y avait des relais à créer entre justement le tourisme et le patrimoine de la culture, à savoir que bien sûr nous avons informé beaucoup de touristes depuis bientôt 13 ans, mais nous avons aussi informé beaucoup de collaborateurs de l'hébergement, beaucoup de personnel de l'accueil touristique qui ont compris sur nos films exactement ce qu'il se passait. Alors, ce n'était pas suffisant. Donc, on a cherché des réponses. Aujourd'hui, on développe un triptyque de solutions digitales qui porte le nom générique de Caravelle et qui a chacun un petit nom mignon derrière, pour aider les collaborateurs de l'hébergement à personnaliser et professionnaliser leurs conseils et recommandations. Parce que si 77% des touristes sont venus via le net, jamais, une fois sur leur lieu de séjour, ils n'ont été autant demandeurs de contact humain, de conseils et de recommandations. Voilà. Donc aujourd'hui, on a face à nous des gens qui se sentent éloignés de cette information et de cette culture de l'offre touristique. Nous, on travaille, on a des petites mains pour essayer de les aider par des solutions digitales. Donc nous, on dit toujours solutions digitales au service de la relation humaine. C'est notre credo. On s'est rendu compte avec notre interface d'aide aux professionnels qui évolue beaucoup, puisqu'on a été sélectionné par le Welcome City Lab, le fameux lab de Paris & Co en 2020, juste avec le Covid. C'était un peu compliqué. Et là, on vient d'être aussi retenu par l'Open Tourism Lab de Nîmes, qui est aussi un très gros opérateur dans le lab touristique, sur ce projet d'essayer de professionnaliser l'accueil. Voilà. Donc, on a cette interface d'information qui évolue beaucoup, qui maintenant va faire de la billetterie, qui porte la place de marché de la région. Mais également, on s'est confronté en fait à une espèce de transformation des pratiques, transformation des métiers et la nécessité de modifier les comportements de fond dans l'accueil, que bientôt donner une clé dans un hôtel, ça n'aurait plus de sens, puisque déjà moi j'ai
plein de camarades à Paris qui fabriquent tout ça sans personne. Hein. Je veux dire, bientôt, toutes les tâches liées à la réception seront entièrement digitalisées. Aujourd'hui, un collaborateur de l'accueil, on a quand même un peu de mal à en trouver, vous le savez. Il faut lui donner des missions qui sont quand même plus valorisantes, plus gratifiantes, et se mettre au service du touriste, lui donner des bons conseils, l'aider. Voilà, c'est formidable. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être aussi qu'il soit un petit peu formé en amont sur cette mutation des pratiques. Et donc on sort là quelque chose qui est assez innovant, je pense. Notre petite mesure. On sort un serious game touristique qui repose sur la data contextualisée, donc géolocalisée. Donc ça veut dire qu'on est capable en même temps de transmettre à un collaborateur les bonnes pratiques de l'accueil, mais également dans le cadre de l'offre touristique qui l'entoure. C'est-à-dire un saisonnier, il arrive, il joue un peu et hop, il sait de quoi on parle autour de lui et il va être capable de donner des conseils, des recommandations à ses clients et si possible en aimant ça, quoi. Je veux dire en développant par le jeu cette envie de jouer le jeu avec le client. Voilà, je crois que j'ai résumé la mission de Caravelle. Merci Fabienne, vous avez été très claire effectivement. Alors, place aux questions, un peu alors, des choses qui reviennent, notamment autour de la question des moyens financiers. Est-ce que, selon vous, la transition numérique de tous nos opérateurs nécessite des fonds conséquents? Je pense que c'est ça, en arrière-fil. Alors, moi, je vais parler, pour le sujet qui me concerne, sur la question de l'environnement et du tourisme, parce qu'en fait, le PNR Loire-Anjou-Touraine a aussi une mission touristique transrégionale sur tout le Val-de-Loire. La réponse sur la question sur le financement de l'opération Guide des Plantations, c'était très simple. C'est un financement régional, donc région Centre et région Pays de la Loire, puisqu'on démarre sur les deux. Voilà, on a fait du circuit court, on a pris des développeurs locaux, voilà, avec des experts locaux. Donc là-dessus, sur monter des expérimentations et les financer, je pense pas que ça soit trop le problème. On arrive à trouver des financements. Par contre, sur le volet touristique, je laisserai la parole à mes collègues, mais sur le volet touristique, nous, on a une vraie problématique. On travaille avec beaucoup d'opérateurs touristiques locaux, ruraux notamment. Et là, on observe un gap gigantesque, en fait. Et là, pour le coup, on a beaucoup de mal à financer de la formation, de l'accompagnement, de l'ingénierie au service d'un premier niveau voilà, de livraison et de digitalisation. Beaucoup s'y mettent, beaucoup font ce qu'ils peuvent, demandent des conseils à droite à gauche, mais il y aurait vraiment besoin, je pense, de formaliser une offre d'accompagnement et d'ingénierie auprès des petits opérateurs touristiques qui se trouvent souvent démunis face à plein de phénomènes, notamment la question des avis et des commentaires. Voilà, on est régulièrement interpellé sur ce sujet-là. Donc je pense qu'il y a vraiment là une offre à formaliser, notamment pour accompagner les plus petits. Voilà, parce que pour les grands, ils ont la capacité à s'équiper et à trouver des financements. Mais nous, notre problématique, voilà, c'est sur les petits opérateurs touristiques où je pense qu'il y a un vrai sujet autour de ça. Merci. Jérémy, vous vouliez intervenir? Pas spécifiquement sur la question des outils et de leur financement, mais sur la valorisation. Alors, pour les types de financement, nous, c'est principalement privé et avec un modèle économique qui est plutôt lié à nos activités parallèles. Mais ensuite, c'est vrai qu'il y a pas mal de dispositifs qui émergent et qui, à mon sens, vont faire du bien pour soutenir des acteurs à condition qu'ils soient au courant. C'est-à-dire que pour moi, il y a aussi un phénomène assez récurrent dans les dispositifs d'aide et notamment les principes de subvention, c'est que on est souvent dans un réseau qui peut s'avérer assez fermé parce que les personnes qui en ont besoin, il faut aller les chercher pour pouvoir leur proposer ces aides-là. Donc il faut peut-être des relais, des intermédiaires, des gens qui puissent aller proposer ces dispositifs aux gens qui en ont le plus besoin.
Et notamment, c'est vrai que la partie web est pas encore... On a le sentiment, évidemment, que l'interface est facile et que tout le monde passe par là, etc. Mais on voit bien qu'il y a des difficultés à assurer un suivi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des financements de postes qui se font sur certains usages. Et puis, en fait, il suffit d'un membre du personnel qui disparaît. Et puis, c'est tout un niveau de compétence qui s'effondre et qu'il faut remettre en place. Et quelquefois, sans forcément de personnes au-dessus pour assurer la continuité de formation. Donc, si je vous entends là sur les deux premières réponses, en tout cas, 2 facteurs de réussite. On aurait dans un premier temps la professionnalisation, si j'entends, hein, des acteurs touristiques, et principalement, on l'a vu, hein, notre territoire est composé, mais comme la majorité, on va dire, des acteurs touristiques en France, ce sont des toutes petites entreprises qui ont souvent peu de moyens pour se former et aussi peu de disponibilité RH, puisque il n'y a pas moyen de faire partir les collaborateurs quand il y a des collaborateurs en formation pour monter en compétences. Et puis, donc le deuxième facteur de réussite, c'est de bien pouvoir communiquer, identifier tous les dispositifs d'aide qui sont à disposition justement de ces acteurs. Fabienne, vous vouliez aussi intervenir peut-être? Non? Pas du tout? Alors, une autre question liée au modèle économique. Est-ce que dans vos modèles économiques, est-ce qu'il y a la question ou est-ce qu'elle est envisagée de la vente de données, de data, autour de la data? Bien sûr. Moi, je botte en touche, je suis une collectivité locale. Donc, je n'interviens pas sur le secteur marchand. Mais par contre, je donne de la donnée. Allez-y. Alors, avant de parler du modèle économique de la data, parce que moi, je ne suis pas non plus complètement concernée. En revanche, je vis de la data et nos interfaces reposent sur la data. C'est un sujet qui est extrêmement important. C'est, à mon avis, un sujet de fond depuis une dizaine d'années. On a eu la loi pour une république numérique en 2016 qui a en fait poussé l'accès libre à la donnée publique dans différentes activités. 2 ans après, à peu près, le projet magnifique de Data Tourisme, je ne sais pas si vous le connaissez un petit peu, cette base nationale qui permet un peu d'échapper à la limitation, aux frontières entre tous les systèmes d'information touristique. Si on veut vraiment, je veux dire, faire rayonner l'ensemble des acteurs et pas seulement les prestigieux, mais là, je m'adresse à Cécilie de Saint-Venant, qui est à la fois, qui représente ici Chambord, mais qui est également vice-présidente de l'Association des Châteaux de la Loire. Cécilie, il y a quand même des châteaux qui sont moins vus que Chambord dans l'Association des Châteaux de la Loire, qui sont un petit peu moins, je veux dire, célèbres. Et là, je pense qu'ils ont besoin de nous pour qu'on leur donne de la visibilité, pour qu'on les fasse rayonner. Parce que bon, Google, c'est les champions de la donnée, ils sont juste magiques, mais en même temps, ceux qui remontent, c'est ceux qui sont fréquentés, etc. Donc, si on veut pouvoir donner du relief aux sites moins visibles, il faut que tout le monde joue le jeu de la donnée, c'est-à-dire eh bien, la comprenne, la remplisse, la mette à jour, mettre des photos, se plante pas, et les droits sur les photos, etc. Mais il y a tout un travail de fond, mais vraiment de fond, qui permet l'émergence, et là je retombe sur le sujet de la donnée, qui permet l'émergence de multiples solutions. Parce que moi je suis venue, en fait, au départ c'était un peu mon sujet, moi je suis venue vous dire, nous on a, rien que sur la même base de données, on a 3 interfaces avec 3 traitements différents, 3 objectifs différents, toujours dans le même contexte, que vous avez bien compris, mais nous on a trois façons de gérer cette donnée et de s'adresser différemment à nos clients. Mais il y a plein de solutions émergentes, il y a plein de valeurs ajoutées, il y a plein de gens qui, enfin, dans l'univers de la start-up autour de la donnée, il y a plein de choses qui se passent et qui demandent qu'à éclore dès lors que la donnée, elle existe, qu'elle est partagée correctement, qu'elle est bien nourrie et alimentée. Voilà. Donc pour moi, c'est un sujet d'avenir. Je confirme, c'est un sujet d'avenir, hein, effectivement. Et si j'ai bien tout suivi également, je crois que Data Tourisme, en tout cas cette base de données, va être désormais gérée et est désormais gérée par ADN Tourisme,
qui est donc la Fédération nationale des organismes de tourisme, donc réunissant à la fois les offices de tourisme, les agences départementales de tourisme et les CRT, donc ce qui va aussi faciliter, je pense, la gestion de la donnée touristique, grandement. Je voulais juste rajouter, parce que j'ai fait une petite blague, en fait, je ne monétise pas, enfin le parc ne monétise pas de données, parce que c'était la question à la base, hein, c'est la question de la monétisation de la donnée. Par contre, on produit énormément de données, évidemment, hein, notamment sur nos inventaires naturalistes ou les niveaux d'expertise. Enfin, voilà. Donc on a un recueil de données extrêmement important, et le travail que je souhaiterais initier dans les années à venir, c'est justement rentrer dans un programme de valorisation de cette donnée-là, parce qu'on accumule énormément de données, notamment de la donnée scientifique. Voilà, donc on a des habitudes de travail avec des universités, des laboratoires de recherche, mais en fait, c'est pas de la donnée qui est publié, qui n'est pas public. Donc là, on a tout un travail, nous, au niveau de la Fédération des parcs, de se mettre dans une logique d'open data pour essayer d'être producteur de données normées qui seraient en capacité d'être repris. Mais voilà, je voulais juste corriger, on ne monétise pas, mais on produit beaucoup de données, évidemment. Merci pour ce complément d'information. Au niveau du timing, encore 10 minutes. Très bien. Alors, je sais qu'on ne peut pas donner la parole à l'assistance, mais j'ai quelqu'un devant qui souhaite poser une question. Donc, allez-y. La question de l'accès à la culture est une problématique récurrente en France depuis des décennies. Dans la région, on a la chance d'avoir un réseau de tiers-lieux très réparti. Est-ce que vous envisagez ou est-ce que vous faites déjà produisez des interactions avec des tiers-lieux sur le territoire pour mieux faire connaître vos productions ? Alors nous, on est fraîchement débarqués dans le secteur et on a initié une logique de tiers-lieux dans le château avec la Microfolie et puis le Art Lab qui est dédié aux résidences. Et puis on a des échanges avec le Labo Média, avec Orléans, parce que, mais qui datent, qui sont antérieurs, puisqu'en fait on a créé un Fab Lab et un tiers-lieu, un Makerspace à Strasbourg il y a environ 10 ans. Donc on appartenait à la même fédération des Fab Labs donc depuis une décennie. Donc on connaît très très bien le tissu plutôt national et beaucoup moins le tissu local, mais il y a une envie dans ce cadre-là, on a un projet dans le viseur pour 2023 qui s'appelle Makerland, qui est la rencontre entre les artisans, les makers, l'univers des Fab Labs, et c'est un événement qu'on fait déjà, mais plutôt dans le Grand Est, et qu'on aimerait mettre en place au château, et qui serait du coup l'occasion de rencontrer la culture makers à l'échelle locale. Donc voilà, on initie des dynamiques autour de ça, et puis la plupart du temps, une grosse partie de notre communauté artistique autour des arts numériques est issue de cette mouvance. Donc voilà, on a cette logique-là, mais on ne défend pas le fait d'être un Fab Lab à part entière, parce que ça nous demanderait, on n'est pas dans un bassin assez dense pour ça, puis on a identifié des lieux qui sont en train de travailler autour de ça. Donc nous, le Fab Lab, il est vraiment dédié aux artistes qui viennent dans le château, et ensuite c'est la Microfolie avec le musée numérique qui prend le relais. Voilà. Je suis désolé, je vais reprendre la parole. En fait, on en parlait juste avant l'interview d'un réseau de tiers-lieux. Donc on travaille avec la région Centre sur la formalisation et la professionnalisation d'un réseau de tiers-lieux fort d'une expérience qu'on a menée en Pays de la Loire, en fait. Et du coup, on s'est accoquiné avec des laboratoires de recherche pour travailler sur la modélisation de ce que pourrait être un réseau de tiers-lieux de transition, donc transition écologique, énergétique et sociétale. Voilà, donc on a modélisé un programme d'action autour de la fédération d'un réseau de tiers-lieux de transition, voilà, qui a fait ses preuves côté Pays de la Loire. Et l'idée, c'est qu'on est en train de travailler à un transfert d'expérience au niveau de la région Centre pour mettre en place ce réseau de tiers-lieux de transition dans une approche, vous l'imaginez bien, très 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 transversale, qui prendra en compte évidemment l'outil numérique comme un moyen et pas comme une finalité, et qui permettra de trouver des nouveaux modes d'organisation. Et nous, notre enjeu en tant que PNR, c'est aussi des nouveaux modes de consommation et un nouveau rapport, j'allais dire, à la consommation de la culture, mais aussi la consommation touristique, puisque c'est ce qui nous anime aujourd'hui.
Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire. On parle de transition numérique et de réussite de cette transition numérique. Mais en ce moment, on parle aussi beaucoup de transition écologique. Et je pense que tout ça, ça va de pair. Et tout à l'heure, on a évoqué les métavers. Donc, durabilité et transition numérique, ça vous parle ? Oui, bien sûr. C'est une bonne question, notamment sur les cryptos. C'est pour ça que j'évoquais la question du choix des cryptos. Et en parallèle de ça, nous, on est en train de monter un projet dans un site décentralisé qui est en Ardèche, qui est un site avec une rivière, un ancien moulin, qui va servir en fait de centrale hydroélectrique pour alimenter l'ensemble des consommations du château annuelles. Donc on est en train de dimensionner le projet parce qu'on ne peut pas pour le moment l'implanter plus près, puis on profite d'un dénivelé plus important sur un autre site. Et donc du coup on est en train de faire le calcul annuel en mégawatts, y compris des ordinateurs qui servent à calculer les données. Alors c'est pas seulement pour le minage des cryptos, c'est qu'à côté de ça on crée aussi des mappings qui demandent beaucoup de rendu ou de temps de rendu. Quand on calcule des images pour une cathédrale, ça prend beaucoup d'énergie. Alors il y a des fois où on chauffait des parties de l'appart avec les serveurs, mais bon voilà, c'est pas fou, c'est assez bruyant. Et du coup là l'objectif c'est d'arriver à une consommation à zéro. On s'est donné un objectif de 2 ans pour bien dimensionner la centrale hydroélectrique qui serait sur une rivière, donc sur un ancien moulin comme je vous le disais. Donc l'idée c'est en fait, nous, on aimerait bien faire autrement, mais en même temps, on travaille avec les ABF et ils sont pas très chauds pour les panneaux solaires. Merci. Une autre intervention par rapport à ce sujet ou non? Alors Sylvain, j'ai une question pour vous. Comment Géomotif utilise les données? Waouh. Les données, alors mon action quand je commence à travailler avec une ville d'art et d'histoire, par exemple, consiste d'abord à identifier les gisements et à créer cette base de données, cet inventaire. Alors c'est pas un inventaire scientifique au sens comme l'inventaire de la région peut faire, mais c'est au moins un inventaire de ce qui peut être valorisable et ce qui peut servir à porter le message et la transformation du regard des publics qu'on va adresser. Et cette base qu'on constitue, aujourd'hui, ça sert à produire les expériences de visite que sur l'application Baludique. D'ailleurs, en l'occurrence, je travaille plus sur une application qui s'appelle Géomotif, mais j'ai externalisé les expériences de chasse au décor avec un partenaire nantais, un autre partenaire nantais qui s'appelle Baludique. Mais cette même base de données qu'on constitue, qui généralement, par rapport au niveau de détail que j'adresse et à l'identification des motifs exploitables, on s'en sert aussi pour produire des expositions virtuelles sur le site web de Géomotif. Et aussi, on crée des projets ponctuellement collaboratifs pour enrichir avec les publics en fonction des expériences qu'on veut créer, que ce soit avec les publics ou avec les scolaires, pour enrichir et créer de façon collaborative ces données. Mais là, je parle de données patrimoniales, d'identification d'ornements ou de mise en valeur d'ornements existants. Je ne parle pas de données personnelles aujourd'hui que je n'exploite pas dans le cadre de Géomotif. Merci. Je pense que maintenant, il est temps de se rendre dans les 2 ateliers. Laurent, Oui, effectivement, on va en rester là. Merci, merci Sophie pour l'animation, c'était parfait. On n'en doutait pas. Merci aux intervenants pour vos témoignages. C'était extrêmement riche, effectivement, sur ces enjeux de transformation. Je crois qu'on a bien fait le tour de la question avec beaucoup de sujets sur des questions des formes de médiation qui sont offertes aujourd'hui à travers ces questions de transformation numérique du patrimoine, des acteurs du tourisme ou de la culture. C'est des sujets qui sont essentiels. La question de la data qui est centrale, qui est revenue régulièrement. Sujet d'avenir, mais aussi sujet d'aujourd'hui, dès aujourd'hui. Et je rejoins tout à fait Fabienne sur les enjeux c'est pas une question de volume de données, mais plutôt une manière dont on partage ces données. Et je crois que un des chantiers qui est devant nous, c'est comment collectivement, entre acteurs publics privés, on est en capacité aussi de mettre en partage cette donnée au service de projets soit d'intérêt général, soit d'intérêt plus privé, mais qui peuvent avoir des impacts sur le développement du territoire.
Des questions aussi sur la capacité à convaincre, accompagner, embarquer les sites. On a bien vu le niveau des tailles des organisations était très hétérogène. Des grandes structures comme... alors on a des structures comme Chambord, on met toujours Chambord devant effectivement, mais peut-être que Chambord a des enjeux aussi spécifiques et des contraintes en termes de transformation numérique propres à sa taille, à son organisation. Et d'autres structures plus petites, effectivement, ont leurs propres enjeux. Je crois que c'est intéressant probablement de creuser un peu plus les profils et les spécificités de chacun de ces sites. Bref, plein de sujets très intéressants qu'on va pouvoir prolonger dans la discussion, puisqu'il y a à la fois dans le tour de table ici, mais également dans la salle, d'autres acteurs, des spécialistes de la data, les amis du SMO Val-de-Loire Numérique, qui portent un super projet de Wi-Fi territorial sur le département d'Indre-et-Loire et de Loire-et-Cher, et qui collectent beaucoup de données au service du développement touristique. Donc je crois que là aussi, il y a des enjeux, des passerelles intéressantes à faire. Des acteurs du campus des métiers et qualification IPAD sur la question de quelles sont les ressources dont on aura besoin demain aussi pour ces questions de transition numérique. Bref, là il y a des passerelles à créer et on compte sur vous pour continuer le dialogue dans les minutes qui viennent. Et merci infiniment en tout cas pour votre participation. Merci à Sophie pour l'animation et merci à l'INSA pour son accueil aujourd'hui. À très bientôt.